Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant que vous terminez de vous rasseoir, j'en profite pour donner une toute petite, on va dire, vision un peu globale de pourquoi on a fait cette journée avec Colette. C'est vrai qu'ici à Nice, il y a beaucoup de personnes ici qui sont de Nice, il y a une dynamique un peu particulière qui est celle de s'intéresser depuis plusieurs années déjà à tout ce concept de médecine intégrative et de santé intégrative, puisque depuis 3-4 ans, il y a un observatoire des médecines non conventionnelles, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est basé justement sur le principe que toutes ces disciplines, toutes ces techniques, toutes ces thérapies étant extrêmement sollicitées par les patients, il était important que la faculté puisse avoir un regard sur elles pour les analyser, pour les évaluer, pour faire en sorte que tout ça se passe dans des conditions de sécurité vraiment optimales pour nos patients. Et puis nous, bien sûr, pour nous enrichir de cette merveilleuse communication particulière et qui, pour une fois, est individualisée et non pas protocolisée, comme disait très bien Béatrice tout à l'heure. Mais il faut savoir quand même que cette dynamique, elle est le fruit de la bonne volonté de plusieurs personnes, puisque ça ne se fait pas tout seul et ce n'est pas encore organisé de façon institutionnelle. Donc Béatrice est radiologue, hein, tu l'as pas dit Béatrice. Béatrice est radiologue pédiatre à Lanval. Moi je suis infectiologue, voilà, il y a plein de gens ici qui font d'autres choses. Et c'est vrai que cette volonté, elle est vraiment le fruit d'une véritable envie que nous avons tous de mettre en place cette santé intégrative et cette médecine intégrative. On y travaille beaucoup et on est en train de le développer grâce à un réseau national qui est de plus en plus costaud et vous verrez tout à l'heure Grégory qui va vous parler de tout ça. Donc c'était un petit peu juste pour vous brosser le décor. Et puis moi dans ce groupe de l'Observatoire des médecines non conventionnelles, je me suis un peu plus dirigée sur l'hypnose. Donc je suis responsable d'un groupe d'hypnose ici, donc ça je connais un peu. Mais là on m'a donné un sujet à traiter aujourd'hui, qui est donc un sujet qui s'appelle l'équilibre émotionnel, place des techniques psychocorporelles. Donc je ne suis ni neurologue, ni psychiatre, ni voilà. Donc je sors totalement de ma zone de confort, donc j'aimerais autant vous le dire. Et on va essayer plutôt de faire un échange et de parler d'un certain nombre de choses avec vous pour voir si, voilà, qu'est-ce que c'est que cet équilibre émotionnel. Alors je voulais introduire ça avec un écrivain que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas tout lu, qui s'appelle Fernando Pessoa. Vous connaissez sûrement cette particularité qu'il a d'avoir de multiples justement personnalités, de ne pas savoir très bien qui il est. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il dit, c'est « je suis mes émotions ». Donc elles ne font pas seulement partie de lui, mais « je suis mes émotions ». Et donc les émotions, c'est vrai que c'est vraiment très très important. Alors on va commencer par une planche un petit peu chargée, mais j'ai repris simplement la définition de Wikipédia, parce qu'il faut quand même savoir, avant de parler de l'équilibre émotionnel, qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Donc finalement, on nous dit quoi? On nous dit que ça vient du latin movere, ça veut dire mettre en mouvement. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important sur lequel on va discuter ensemble. On nous dit que c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense, avec un début brutal et une fin. Donc normalement, c'est un événement qui est assez limité dans le temps, en réaction soit à un objet repérable interne ou externe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Souvent, chez l'humain, on dit que ça inclut un comportement à la fois physiologique, des expressions et une conscience. Donc il y a une certaine prise de réflexion par rapport à ça. Et le deuxième élément des émotions, c'est que ça survient sur un terrain. Il y a beaucoup de personnes ici qui aiment la notion de terrain, et on n'en parle peut-être pas beaucoup, on ne sait pas encore vraiment l'expliquer. Ça veut dire l'humeur, comment on est de façon habituelle, comment on nous qualifie chacun, les uns et les autres, par rapport à un certain nombre de tempéraments, de personnalités. Voilà, donc c'est tout un ensemble assez complexe. Globalement, on dit qu'il y a des émotions primaires, qui sont celles qui peuvent être ressenties par les animaux, qui sont assez, on va dire, amygdaliennes dans notre physiologie, donc la rage, l'admiration, la stupéfaction, un certain nombre de choses qu'on partage donc avec les animaux. Et puis des émotions secondaires qui sont beaucoup plus complexes et qui sont, elles, plutôt liées à l'homme. Et vous avez une roue là, des émotions qui vous montre qu'il y a quand même beaucoup de nuances qui sont intéressantes, mais en pratique courante, il y a 7 émotions de base. Alors vous allez les reconnaître. Ça c'est quoi? La joie. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça?
là. Le mépris. Donc voici les 7 émotions de base. Alors finalement on navigue vis-à-vis de ces émotions et on pourrait peut-être représenter ça sous la forme d'une espèce de sinusoïde avec des pics et des nadirs et qui peuvent être de plus en plus amples et finalement qu'est-ce que c'est que l'équilibre émotionnel? Est-ce que c'est faire comme ça tout le temps justement? Est-ce que c'est pas un peu épuisant? Est-ce que c'est ça dont on va parler? Ou alors, est-ce que c'est peut-être avoir une façon assez neutre de vivre tout ce qui nous entoure? Bon, elle est belle, mais elle est un petit peu... On n'a pas l'impression qu'elle est très humaine, hein, et finalement, peut-être que son niveau émotionnel, il est comme ça. Alors, l'équilibre émotionnel, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, je voudrais reprendre avec Christian qui nous a montré tout à l'heure des définitions de la santé, des choses qui sont, à mon sens, intéressantes à discuter ensemble, parce qu'on a souvent des visions différentes d'un même mot. Il y a des définitions de la santé qui sont très variées, hein, Christian. Et l'OMS, elle dit quoi, la définition de l'OMS? J'ai fait ce parallèle parce que c'est intéressant. Elle dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. Donc c'est une espèce de béatitude totale. Alors, j'étais au congrès de Montpellier il y a 3 mois avec Grégory. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Que c'était en fait ce qu'on ressentait après l'orgasme, donc c'était jamais ça quoi en fait. C'était quelque chose de rarissime, et c'est vrai que si on demande aux personnes dans la salle quand elles sont en état complet de bien-être physique, psychique et social, c'est quand même pas tous les jours. Hein. Et moi j'aime beaucoup la définition de Canguilhem, qui est beaucoup plus humaine, et lui il dit quoi? Il dit la santé c'est un effort permanent de compromis précaire entre les contraintes extérieures et les erreurs internes. Ça ressemble un petit peu plus à notre quotidien, et je trouve que c'est intéressant. Et finalement, équilibre émotionnel, c'est un peu un oxymore, puisqu'il faut qu'on soit en équilibre vis-à-vis d'une émotion qui est quelque chose qui avance, puisqu'on a dit que c'est émovere. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir, hein. On pourrait dire que c'est un peu comme cette funambule qui avance, qui a besoin de son balancier, et qui va peut-être... attends, ça c'est pas le moment. Voilà, et qui va peut-être arriver à aller d'un bout à l'autre de cette jolie corde. Si vous regardez dans la littérature, équilibre émotionnel, il n'y a pas de définition. Donc j'étais obligée de me baser sur ce que j'ai lu de plus commun, on va dire. Et finalement, on définit ça peut-être par 4 axes que chacun d'entre nous, on pourrait développer. Il y a l'optimisme. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme? C'est simplement la capacité de répondre à quelque chose de manière positive. Il y a la sérénité. C'est la capacité à traverser des difficultés avec calme. C'est l'énergie. C'est la capacité de s'investir, et c'est la concentration qui est le fait de focaliser son esprit sur les tâches à accomplir. Et ces 4 éléments-là, quand ils sont bien modulés, qui sont bien harmonieux, ça peut participer effectivement à l'équilibre émotionnel. Alors quels sont les déterminants de l'équilibre émotionnel? Il y en a sûrement plein, hein, mais il m'a semblé intéressant de reparler de 2 d'entre eux. Un premier sur lequel Mohamed donc, nous a beaucoup... interrogé et appris de choses, qui est donc un peu l'héritage, c'est sûrement ce que l'épigénétique, hein, c'est ce qu'on a marqué. Et finalement, il y a un état des lieux qu'on peut dresser entre les modifications d'origine épigénétique et un catalogue de maladies humaines. Hein, vous l'avez vu tout au long de sa présentation. C'est très important. Alors ça peut être dû aux générations précédentes, mais bien sûr c'est aussi très lié à la petite enfance. Il a bien parlé des 1000 premiers jours. C'est vraiment sanctuariser les enfants, la grossesse, la petite enfance. Et cette période-là est la période dans laquelle toute la personnalité ultérieure se façonne. Quand vous avez eu des parents aimants, vous êtes un adulte équilibré. Quand vous avez eu des difficultés, c'est plus difficile. Après intervient la notion de résilience, hein, sur lesquelles moi, je ne m'apesantirai pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait très bien. Et globalement, ce qu'il faut apprendre, c'est que le comportement ou les événements subis d'une génération a des conséquences sur les suivantes. Donc finalement, il faut vraiment faire attention à notre corps. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion d'engramme. L'engramme, en fait, c'est la trace biologique de la mémoire dans le cerveau, c'est-à-dire que quand on a eu quelque chose dans la petite enfance de traumatisant, on a une conséquence anatomique sur notre cerveau qui a effectivement une faiblesse, un endroit affiné, un endroit atrophié. Et donc on voit très bien comment des modifications de notre environnement qui ont des conséquences sur notre conscience et sur notre bien-être ont des traductions anatomiques. Un autre élément déterminant, c'est la culture. C'est vrai qu'on vient de cultures
cultures qui sont un petit peu différentes tout au long de la planète. Et finalement, ces cultures, elles ont comme particularité d'avoir chacune des éléments, des événements qu'on appelle des schèmes, qui sont un petit peu propres à elles. Et sans doute que les émotions, même si les expressions faciales que je vous ai montrées tout à l'heure, elles sont retrouvées dans tous les types de cultures, donc ça c'est assez transversal. Mais finalement, on se rend compte quand même que chaque culture a une évaluation propre de ce que c'est que l'équilibre émotionnel, des répertoires de comportement et des processus de régulation spécifiques. Alors l'autre question, c'est pourquoi chercher un équilibre émotionnel? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on n'est pas aussi bien finalement quand on fait les oscillations qu'on a vues tout à l'heure? En fait, quand on était petit, on a, la plupart d'entre nous, surtout appris à refouler nos émotions. On nous a toujours dit, ne pleure pas, c'est pas bien, ne t'esclave pas comme ça se fait pas, ne dis pas tout fort ou tout haut les choses que tu ressens, il faut quand même faire attention, tu sais pas qui tu es en face, etc. Et donc finalement, là, ce qu'on essaye de dire aujourd'hui avec la santé intégrative et la médecine intégrative, c'est le contraire. Il faut savoir exprimer, oser exprimer nos émotions, ce qui est un gage de stabilité émotionnelle. Et de plus en plus, on fait le parallèle, comme l'a montré aussi Mohamed, entre notre santé physique et la façon dont nous avons d'exprimer et d'être en accord avec nos émotions. Donc tout ça, c'est les neurosciences qui nous les montrent. Alors qu'on reste encore, mais c'est normal, il y a une inertie entre les découvertes et la pratique. Toi, tu disais 2-3 ans, je trouve que tu es très sévère avec les médecins. Il faut souvent 15-20 ans avant que les découvertes scientifiques soient quand même rentrées dans la pratique médicale courante. Mais les neurosciences nous montrent que les émotions sont vraiment à base de tout. Il faut donc qu'on fasse des progrès sur notre vision très mécaniste et technique. Donc une émotion, c'est vrai qu'un des principes qu'on va donner peut-être aujourd'hui, d'un message, c'est qu'il faut d'abord la reconnaître, simplement la reconnaître comme telle, ne pas la juger, ne pas en avoir peur, mais dire voilà, je ressens cette émotion, elle est là, donc elle a un sens, l'accepter et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle survient, c'est que vraisemblablement, il faut en faire quelque chose. Alors, est-ce que cet équilibre émotionnel arrive à un endroit particulier du cerveau? Donc, comme je vous ai avoué que j'étais ni neurologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit, je ne vais sûrement pas me lancer dans des endroits que je connais uniquement de nom. Mais pour ceux qui sont très intéressés par ça, sachez qu'il y a maintenant la neuroscience des affects. C'est une nouvelle discipline. Vous pouvez trouver donc ça en anglais aussi, Affective Neuroscience. Et vous trouverez énormément de littérature sur les endroits du cerveau où se passent toutes les réponses émotionnelles dans notre petite boîte crânienne. Alors, je voulais quand même insister sur quelque chose qui me paraît intéressant, même si la plaque est un peu chargée. C'est les découvertes qui ont été faites ces 50-70 dernières années sur les liens entre le cerveau et toute notre régulation hormonale et immunologique qui passe sans doute par l'épigénétique, mais qui a aussi des régulations qui sont celles qu'on a un peu plus souvent appris en fac de médecine, et notamment les hormones. Et saluer les travaux d'Henri Laborie, que tout le monde connaît, sûrement vous avez vu Mon oncle d'Amérique au cinéma, comme tout le monde, il y a 30 ans déjà, ou un peu plus, et qui montrait bien que les comportements que nous avons, quand on est inhibé, qu'on ne peut rien faire, qu'on a une sensation de blocage qui provoque un stress, c'est comme ça qu'on développe des maladies. Et donc il y a aussi cette femme merveilleuse qui s'appelle Rita Levi-Montalcini, qui était neurologue italienne, qui a eu le prix Nobel en 86, et qui a bien démontré ce que c'est que cet axe neuro-psycho-hormono-immunologique. Alors on va donner simplement quelques exemples. Ça veut dire c'est la communication entre le cerveau, les hormones et l'immunité. Et si, c'est intéressant de savoir que ces axes-là peuvent être de mauvaise qualité et ne pas très bien fonctionner, ou simplement les relations entre eux peuvent être de mauvaise qualité. Donc ça nous oblige à avoir une approche interdisciplinaire des maladies. Par exemple, on a constaté que les patients déprimés étaient le plus souvent, assez souvent on va dire, obèses. Quel est le lien entre dépression et obésité? Pourquoi un phénomène qui est d'origine neurologique a une conséquence qui nous paraît assez commune sur le plan physique? Alors là, c'est justement des choses qui sont discutées par ces axes. Chez l'animal, par exemple, on sait que la position sociale des singes, vous savez, c'est très organisé, les castes de singes, donc il y a le mâle dominant, puis il y en a plein d'autres. Et bien, plus on est bas dans la hiérarchie, moins on a un système immunitaire performant. Et ça, c'est ce que disait Béatrice tout à l'heure, c'est un peu lié aux cellules NK, les cellules natural killer, c'est-à-dire c'est les cellules de notre immunité qui sont là pour faire le ménage de tout ce qui est dérégulé, tout ce qui frémit un petit peu dans le sens d'une mauvaise immunité.
eh bien on sait que ces cellules natural killer, elles sont stimulées justement par la position sociale, par la bonne humeur, et qu'elles en sont aussi les responsables. Et les techniques psychocorporelles, on l'a montré, augmentent la production de cellules natural killer. Donc elles participent au bon équilibre émotionnel. On a découvert il n'y a pas très longtemps de nouveaux réseaux qui relient le cortex au surrénal. Donc c'est un scientifique qui s'appelle Peter Strick qui a montré ça, et qui explique donc le rôle vraiment du stress sur les organes. Alors on le savait déjà un petit peu, hein, tout le monde dit quand on est stressé, j'ai déchargé mes surrénales, mais là en l'occurrence c'est vraiment bien montré, et c'est la base neuronale, on peut dire, des maladies psychosomatiques. Alors un petit exemple, le cortisol, hein, dont on a besoin, qui est l'hormone du stress, il inhibe l'expression de gènes qui sont normalement impliqués dans la capacité de l'organisme à éliminer les cellules tumorales. C'est ce que tu nous as dit, Mohamed. Donc, quand on a un stress chronique, on a un hypercortisolisme, donc on a une dérégulation de ces gènes, et donc on fait plus de cancer. Et on a montré aussi que les techniques psychocorporelles, par les mouvements qu'elles exercent, permettent de réguler ces gènes, et notamment au niveau du cortisol. Alors, comment agir sur cet équilibre psycho-émotionnel? Moi, on m'a demandé de traiter des thérapies psychocorporelles, mais je voulais quand même le recadrer dans quelque chose de plus général, parce qu'il n'y a pas que ces thérapies. Là, on fait de la médecine intégrative, donc il faut parler un petit peu de tout. Alors, je voulais donner un petit mot sur la nature, ce qui me permet de rebondir sur ma spécialité, puisqu'il y a une bactérie particulière qui s'appelle Mycobacterium vaccae. Qui c'est qui aime respirer la bouse de vache? Normalement, tout le monde. Alors, Mycobacterium vaccae, c'est une bactérie qu'on trouve dans la bouse de vache. Et en fait, elle induit la neurogénèse de neurones producteurs de sérotonine et noradrénaline. Donc, en fait, c'est normal de se sentir parfaitement bien quand on respire de la bouse de vache. Mais on peut aussi la trouver partout dans la nature, cette Mycobacterium vaccae. Donc, ça est une des explications de l'amélioration que produit la nature. Il y a aussi les paysages, vous savez, les paysages de savane. Avec quelques membres de cette assemblée, on a eu la chance de faire un projet de végétalisation. On voulait végétaliser la terrasse du toit de l'Archer, parce qu'on a dit qu'ici, il n'y avait personne il n'y avait aucun endroit pour que les patients déambulent et les soignants. Donc on a fait un magnifique projet avec Carole et Stéphanie qui sont dans la salle. Pour l'instant, les directeurs nous ont dit que ce n'était pas d'actualité, mais il est là. Et on a eu en fait un médecin qui est venu nous raconter le pouvoir des paysages sur l'organisme. Et il est connu que les paysages de savane, qui sont à la fois des étendues ouvertes, donc dans lesquelles on peut se projeter, mais en même temps il y a des buissons derrière lesquels on peut se cacher, et donc il y a plusieurs niveaux comme ça, ce sont des paysages qui sont très rassurants et qui font beaucoup de bien à l'organisme. Donc ça c'est important. Puis dans la nature, il y a les odeurs aussi. Tout à l'heure, on vous parlera du sommeil, j'en dirai donc rien, de l'activité physique avec Noémie, j'en dirai donc rien. L'alimentation, on vous en a beaucoup parlé, bon, même si j'aime beaucoup le microbiote comme infectiologue, mais je vous en dirai rien non plus, puisqu'on en a beaucoup parlé. Le lien social, le plaisir, l'hédonisme, on vous en a un petit peu parlé. Tout à l'heure, cet après-midi, tout à l'heure, Eric vous parlera de la protection vis-à-vis d'un certain nombre de toxiques qui sont importants, toxiques environnementaux et toxiques psychologiques. Et puis vous allez voir que la médecine intégrative, c'était un petit peu ce que je voulais dire aussi en introduction, c'est pas seulement qu'une médecine qui permet qu'on se sente des individus, c'est aussi une médecine qui permet qu'on se sente en intégration avec la planète, c'est une médecine écologique. On a dit que les thérapies pour les cancers, ça coûtait très cher. Si on se met à se soigner avec un petit peu de thé et 3 amandes, ça va finir par être très intéressant. Effectivement, dans un système de ressources limitées, je pense qu'on aura tout à fait intérêt à faire de la médecine intégrative. Voilà. Et ça nous amène aussi une paix avec nous-mêmes, une cohérence, parce qu'on protège et on respecte l'ensemble du vivant. Pour en revenir rapidement à ce qui me concerne quand même plus précisément, Monsieur Albert Szent-Györgyi, je ne sais pas si je dis bien son nom, a été prix Nobel de médecine en 1937 et lui, il a mis en avant que dans toutes les cultures, dans toutes les traditions médicales, la guérison a été accomplie en mettant l'énergie en mouvement. Donc c'est un petit peu le corps de métier, on va dire, des thérapies psychocorporelles. Alors qu'est-ce que c'est que ces techniques psychocorporelles? Il y en a énormément. Si on reprend historiquement, ça a sûrement commencé avec les trans, il y a des spécialistes des trans peut-être dans la salle. La méditation, c'est une thérapie psychocorporelle, même si ça paraît un petit peu bizarre, on est un peu allongé, mais enfin on fait quand même de la respiration, donc c'est un mouvement. Le yoga, le qigong, l'hypnose, bon, tout ça ce sont des techniques un
petit peu classiques, celles sur lesquelles nous, dans l'Observatoire, on est les plus à même de vous donner des renseignements. Mais je vous donnerai une ou deux planches sur le courant américain qui est intéressant aussi pour vous montrer la multiplicité des techniques. Mais si on est tout à fait, si on n'est pas calé en une technique particulière, la danse, la musique, le sport, ce sont tout simplement des thérapies, des techniques psychocorporelles. Et toutes ces techniques psychocorporelles, on a montré qu'elles avaient un effet sur la restauration des grands réseaux cérébraux par le biais, comme tu le disais, des gènes de l'inflammation, qui sont vraiment le pilier de l'installation des maladies. Alors, en vision intégrative, toutes ces pratiques, quelquefois on est un peu perdu parce qu'on se dit, mais effectivement, Béatrice, tu l'as dit, il y a 400 pratiques. C'est compliqué. Quelle est la meilleure? Comment ça marche, Et en fait, je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'assez simple. Parce que même s'il y a tous ces outils, il y a des personnes qui proposent de développer un métamodèle théorique, synthétique, parce qu'en fait, elles reposent toutes sur les mêmes principes. Et ces principes, c'est quoi? L'amélioration qu'on ressent face à une technique psychocorporelle, ce serait quoi? En fait, ce serait déterminé par des facteurs extrathérapeutiques liés au patient et à son environnement, c'est-à-dire qu'il a envie de faire quelque chose, il est dans une configuration qui lui permet de faire quelque chose, il trouve une relation qui lui permet de faire quelque chose, et le facteur relationnel est fondamental, c'est-à-dire que la relation avec le thérapeute est vraiment très importante. Les attentes du patient, c'est 15%, et vous voyez que finalement, il reste que 15% à la technique spécifique, donc c'est pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut plutôt se dire que tout ça, c'est un peu quelque chose de commun. Il y a peut-être des exceptions, on parle du Qigong, du cancer, des choses comme ça, mais il faut sortir des dogmes et créer des liens. Alors, que nous apprennent les techniques psychocorporelles au niveau des facteurs humains? La première chose, c'est l'importance de l'attention à soi et au monde. En effet, toutes ces techniques nous apprennent une certaine stabilité émotionnelle qui nous permet une régulation, une stabilité attentionnelle qui nous permet une régulation et un discernement cognitif. En fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à ruminer. Ils sont dans la rumination permanente. Ces techniques leur apprennent à penser qu'ils ne sont pas justement leurs pensées, mais que les pensées les traversent. Voilà. Le monde est haché, il faut donc savoir prendre un peu de temps pour soi. Le deuxième caractéristique de cette technique, c'est la remise en mouvement. Quelqu'un qui souffre est souvent quelqu'un de complètement coincé dans son corps. Et là, en fait, le changement, le mouvement, ça lui permet d'aller beaucoup mieux. La troisième chose, c'est l'importance du corps et de la sensorialité. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais finalement, il y a beaucoup de philosophes qui disent que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la pensée qui est la première, mais c'est peut-être l'action qui est la première, et c'est peut-être même encore l'inconscient qui précède l'action. Donc finalement, qu'est-ce qui nous pilote? On ne sait pas trop. Peut-être les bactéries, il y en a qui pensent que c'est ça. La quatrième chose, c'est savoir traverser ses émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est là, mais il ne faut pas en être esclave. Les émotions, donc, ce sont des bons serviteurs, mais ne doivent pas devenir nos maîtres. Ce sont des signaux d'alarme. La cinquième chose, c'est développer son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître les émotions des autres, les analyser, savoir reconnaître les nôtres, les analyser, les comprendre, les gérer. Et tout ça, en fait, ça nous permet de résoudre des conflits, de mieux coopérer entre adultes, de mieux nous adapter à la vie en société et d'avoir une meilleure santé et de prendre des bonnes décisions. Donc en fait, toutes ces techniques psychocorporelles nous aident à ça, avec un élément central qui sont les pratiques respiratoires, qui sont communes à toutes ces techniques, et qui sont, je vais vous en dire un tout petit mot avec le nerf vague. Et enfin, le dernier élément qui est fondamental, c'est l'autonomisation du patient et l'activation de ses ressources. Je voulais dire un mot sur le nerf vague, parce que c'est très important. De plus en plus, on montre que ce nerf, qui fait partie de ce qu'on appelle le nerf parasympathique, on l'appelle aussi le nerf cardio-pneumo-entérique, c'est en fait une espèce de longue autoroute qui part de notre cerveau et qui va innerver simultanément ou successivement notre cœur, notre poumon, etc. et qui est vraisemblablement le grand véhicule du lien corps-esprit. Quand on respire, par exemple, qui est la seule fonction végétative que l'on peut maîtriser, que l'on peut moduler, qu'on peut accélérer, ralentir, surtout pour aller mieux, eh bien finalement ça passe par le nerf vague qui, dans le cerveau, je vais aller un peu vite parce que ça a sonné déjà. Au niveau cardiaque, c'est la même chose. Notre cœur est vraiment entouré par des éléments nerveux du nerf vague. Et quand on parle de tonus vagal, de malaise vagal, vous comprenez bien l'importance qu'il a. On a montré que les personnes qui ont un faible tonus vagal sont celles qui sont les plus sujettes
au stress chronique, aux dépressions, au burn-out. Et il y a maintenant des techniques que certains médecins ont développées, notamment à Grenoble. On en invitera un des spécialistes, je pense, pour notre prochain congrès de l'Observatoire, qui sont des techniques de stimulation électrique du nerf vague par des petits boîtiers qu'on peut mettre là ou là. Mais sachez que les techniques psychocorporelles, méditation, yoga, qigong, etc., stimulent le nerf vague. Donc on fait ça très bien avec ces techniques. L'axe intestin-cerveau, on en a beaucoup parlé, je n'en parlerai pas plus. Et les postures qu'on fait dans le yoga et le qigong sont aussi des postures d'ouverture qui étirent et qui stimulent également le nerf vague. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent de comprendre. Alors je vais juste dire une plaque pour citer que les Américains, eux aussi, ils ont depuis les années 30 développé tout un catalogue de thérapies psychocorporelles d'après les travaux d'un psychologue qui s'appelle William Reich, qui explique que le corps se rigidifie quand il a des souvenirs émotionnels désagréables. Et ça a donné lieu à énormément de nouvelles thérapies. Le déroulé des séances est toujours les mêmes, ils verbalisent leurs problèmes, ils font des gymnastiques globales, par exemple le tonique, on peut trouver aussi dans la médecine anthroposophique, enfin l'idée c'est juste de bouger, de la relaxation, des massages. Alors je voulais juste, voilà, ça c'est le catalogue de tout ce que ça a donné, c'est pour simplement vous expliquer que chacun peut mettre son nom derrière un nouveau truc, pour avoir son nom quelque part. C'est intéressant, ça peut rapporter des royalties, mais au final, la base, c'est toujours la même, c'est-à-dire celle que je vous ai montrée au départ, c'est-à-dire la concentration, l'attention, la respiration, le mouvement, le lien avec les autres, etc. Voilà. Et finalement, dernière plaque, notre équilibre émotionnel, il s'intègre vraiment dans cette roue de la médecine intégrative et de la santé intégrative, dans laquelle vous voyez que tout a son importance, nutrition, éveil intellectuel avec la lecture, la nature, le lien avec les autres, tout ça. Et que ça, c'est vraiment le message d'aujourd'hui, c'est que nous sommes des êtres de cohérence et d'interdépendance, et que notre médecine intégrative, elle doit être aussi intégrative avec l'environnement végétal, avec l'environnement animal, et ça nous permettra d'avoir un véritable équilibre émotionnel entre nos patients et nos soignants.